Moi, je connais personne qui utilise un invité en disant bon bah c'est un peu comme d'habitude. C'est un peu moyen. Il s'est affiché avec le député LR de là-bas. Avec Mansour Kamardine. Enfin, franchement, il a fait un putain de déplacement et c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de. Non, c'est... Et bonjour Stanislas Rigaud. Bonjour, merci de me recevoir. Bienvenue au comptoir de Boulevard Voltaire. Vous êtes président de GZ, vous êtes membre du bureau exécutif de Reconquête et vous venez vous soumettre aux questions du comptoir de Boulevard Voltaire, un comptoir placé sous le signe du terroir. J'espère que vous avez soif. On va essayer. Il est un peu tôt pour les auditeurs de Boulevard Voltaire, il est un petit peu tôt, mais bon, on va faire l'effort. On précise qu'il n'est pas non plus 7h du matin, on précise quand même qu'on Oui. est à une heure à peu près normale. L'actualité est quand même assez chargée. On a vu la gauche arriver à Saint-Brévin et dénoncer finalement l'incendie qui a été causé dans le domicile du maire de Saint-Brévin, le maire de Saint-Brévin qui ne voulait pas de récupération. Qu'est-ce que vous avez pensé en voyant cette séquence sur LCI ? Non, j'ai regardé hier, comme tout le monde, la tentative de récupération de l'extrême gauche à Saint-Brévin avec toute la NUPES, Sandrine Rousseau en tête. Et l'image qui est donnée est absolument ridicule parce que la gauche, qui depuis maintenant des semaines alimente le climat de violence dans ce pays, les encourage, ne condamne jamais les violences des Black Blocs, vient se la jouer Sainte-Nitouche à Saint-Brévin, alors même que le maire lui-même refuse que l'extrême gauche récupère son drame. Parce que qu'il y ait eu un drame absolu pour le maire qui s'est fait brûler sa voiture et sa maison, c'est une chose. Et ça, je crois que toute la classe politique, unanimement, l'a condamné. Mais il y a le fond du sujet. Le fond du sujet, c'est l'immigration. Et nous, avec Reconquête, si l'on condamne les méthodes qui ont été employées à l'égard de ce maire, nous maintenons qu'il faut continuer de se battre contre l'immigration, ces implantations de CADA, ces déplacements de CADA, la répartition des migrants dans les campagnes. Et ça, la gauche l'a pas compris. Vous avez clairement été mis dans la tourmente parce qu'on vous a accusé d'avoir jeté de l'huile sur le feu, d'avoir finalement participé à ce climat qui a provoqué l'incendie du domicile du maire. Incendie, pour l'instant, d'ailleurs, on n'en connaît toujours pas les auteurs ni de quelle sensibilité ils sont. Bien sûr, mais c'est intéressant. Il y a eu en 2022 1500 attaques et agressions à l'encontre d'élus. 1500, c'est-à-dire que dans ces 1500 agressions, attaques envers les élus, il n'y a pas que des gens d'extrême droite. Il y a des citoyens en colère, il y a des citoyens énervés par tout un tas de raisons. Mais là où je veux en venir, c'est que nous sommes dans un pays avec un climat de violence et d'ensauvagement qui est réel, et de toutes parts. Qu'il y ait des excités d'extrême droite qui, à un moment donné, font n'importe quoi et font des conneries, nous on les condamne, il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais moi ce que je constate, c'est que la gauche, en revanche, quand ça vient de leur camp, que des Black Blocs qui sont quasiment 2000, 1500 par manifestation depuis plusieurs mois, eux jettent des cocktails Molotov sur des policiers, eux jettent des pavés pour détruire des banques, pour casser telle ou telle enseigne de magasin. Où sont-ils pour les condamner ? Où sont-ils ? Et je vais même aller plus loin. Ils les encouragent parce que quand Jean-Luc Mélenchon avec Antoine Léaumont ou d'autres députés comme Thomas Porte se baladent avec la tête d'un ministre sous forme de ballon de foot, quand à l'Assemblée nationale c'est eux qui par leur virulence incitent les gens à se rebeller, quand eux-mêmes avec des conseils régionaux vont devant le siège des LREM pour dire Macron, Louis XVI on t'a décapité, Macron peut recommencer. Enfin pardon, si ça c'est pas d'incitation à la violence, qu'est-ce ? Et donc nous on est très clair là-dessus, on continuera de se battre sur nos sujets avec force, sans jamais reculer, sans jamais être intimidé par qui que ce soit. Pour autant, notre mode d'action n'est pas celui employé contre le maire de Saint-Brévin. Mais à Saint-Brévin, pardon, en un mot, à Saint-Brévin, il y a eu un moment des affrontements entre des ultra-droites et cette extrême gauche soi-disant antifasciste. Ils se sont pas battus tout seuls, les types ultra-droites. Ils se sont pas jetés des pavés, ils n'ont pas jeté des pavés dans le vide. C'est pas Don Quichotte, les types. En face, il y avait des militants d'extrême gauche qui eux-mêmes revendiquent sur leurs canaux Telegram la violence à l'égard des militants d'ultra-droite. Eux, les militants d'ultra-gauche, revendiquent d'avoir brûlé une voiture de personnes d'ultra-droite. En fait, vous êtes sur la position de Marine Le Pen qui veut la dissolution des groupuscules, qu'ils soient d'extrême droite ou d'extrême gauche. Oui, enfin, quand il y a des raisons. Quand il y a des raisons. Moi, je veux pas dissoudre des groupes pour faire de la com comme veut le faire Darmanin. Quand j'entends certains, comme Darmanin, s'attaquer à des mouvements ou à des commémorations comme celle, par exemple, de l'Action française qui a lieu depuis 111 ans, c'est grotesque. Dans ce pays,
il y a ceux qui sont violents depuis plusieurs années, depuis les Gilets jaunes, on les voit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et encore une fois, ils s'en vantent. Hein. Un type comme le leader de la Jeune Garde, qui s'affiche avec et Jean-Luc Mélenchon et Louis Boyard et d'autres élus, lui, sur les canaux Telegram, dont il est le patron, je sais pas si ils sont patrons, s'ils ont des hiérarchies là-dedans, mais ils s'en vantent. Et pourtant, la gauche s'affiche porte-parole de avec... la Jeune Garde, Raphaël Porte-parole, je sais pas si quelle parole il parle, mais voilà, c'est hallucinant. En tout cas, c'était un petit peu la semaine de la récupération, puisque dimanche soir, vous avez vu, je pense, au documentaire sur France 5, La fabrique du mensonge, où clairement, encore une fois, les méthodes de reconquête ont été lourdement attaquées, puisqu'on vous a accusé de récupération. On est revenu sur l'affaire Lola, et ce documentaire disait clairement à évacuer quelque part le meurtre de la petite Lola pour revenir sur la récupération en fait qui aurait été faite par l'extrême droite. Alors dedans, on parle de reconquête, on parle un petit peu du RN, de LR, on parle aussi de Boulevard Voltaire d'ailleurs. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce documentaire, au fond ? C'est amusant parce que dans la petite description que vous venez de faire, globalement, ce reportage a tapé sur tout ce qui est à droite. Tous ceux qui se sont indignés du meurtre de la petite Lola se sont pris un coup à ce moment-là. Mais, et c'est vrai, Reconquête a été la cible particulière de ce reportage. Sur l'achat des noms de domaine. Exactement. Mais moi, je vais vous dire, c'est une fierté d'être peut-être le mouvement politique qui s'est le plus levé pour défendre cette petite Lola. Parce qu'à travers la petite Lola, c'est des centaines, des milliers de Français qui sont victimes de crimes, d'assassinats, de coups de couteau, d'agressions dans la rue. Et je suis très heureux d'être dans un parti qui n'a pas eu peur des injonctions des médias, qui n'a pas eu peur des procès faits par l'extrême gauche, parce que, pardon, et c'est là où c'est honteux de la part de France 5 et du service public, le vrai sujet, c'est pas qu'il y ait eu des types qui aient fait des tweets sur les réseaux sociaux. Le sujet de fond, c'est quoi ? C'est qu'une personne qui n'avait pas à être sur notre sol, une OQTF, la présumée, parce qu'il faut dire présumée meurtrière de Lola, qui a sauvagement assassiné une jeune fille de 12 ans, et que dans ce reportage-là, on n'en parle quasiment pas. J'ai après écouté le débrief sur France 5 de l'émission avec l'émission qui suivait. Avec les experts. Les experts, je prétends pas l'être, mais que chacun reste à sa place. Pardon, j'ai pas entendu une seule fois le mot OQTF, immigration, criminalité, ensauvagement, rien. Par contre, pour dire l'extrême droite, nanana, la ficelle est grosse, la ficelle est très grosse. C'est quoi ? C'est l'extrême gauche qui, globalement, en fait, depuis 4 mois, est sous le feu des projecteurs sur leur violence, et les députés et leurs militants. La Macronie qui veut sortir d'une séquence chaotique sur les retraites, est là, micro-espace, petit espace, sur l'extrême droite, bien en tête. Et les types, ils y vont, ils se disent, bon voilà, on va enfin sortir de notre sujet. Pour Macron, pour la Macronie, ça leur permet de dire, écoutez, on tape aussi bien sur l'extrême gauche que sur l'extrême droite. Pour l'extrême gauche, ça leur permet de dire, vous voyez, on a des raisons d'être antifascistes. Et pour la Macronie, ça leur permet de sortir, encore une fois, comme je vous disais, d'une séance chaotique sur les retraites. Mais, vous avez servi d'ajustement politique, quoi, en fait. Franchement, c'est ce que je crois. Mais, encore une fois, je ne suis pas sûr que ça fonctionne, parce que les Français sont lucides. Vous voyez, moi, je ne pense pas que des Français, quand ils regardent le reportage de France 5, se disent, ah ouais, le drame, c'est Samuel Lafont qui a voulu organiser une mobilisation pour rendre hommage à la petite Lola. Je suis pas sûr qu'ils se disent ça. Je pense que les Français qui regardent France 5 le soir à 21h et qui voient ça, ils se disent juste, putain, mais quel pays quand même, quel pays de merde où en fait aujourd'hui, une petite fille sans raison peut se faire tuer par une personne qui n'a pas à être là sur le sol français. Voilà, et je pense que les Français sont pas idiots. Je pense que les Français sont lucides, voient ce qui se passe et dans l'hémicycle et dans la rue depuis plusieurs mois, et ils savent aussi ceux qui seront en capacité de les défendre le cas échéant. D'autant qu'il y a eu un but contre son camp quelque part dans le documentaire, puisque le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a admis qu'il y avait des OQTF que personne ne pouvait littéralement exécuter. Donc on a quelque part, c'était assez impressionnant. Moi, je vais vous dire, Marcano, je joue pas au foot, mais ça m'arrive. S'il y a 2 personnes que je prends pas dans mon équipe par peur de me prendre un but contre mon clan, c'est Darmanin et Dupond-Moretti. Les deux là, la charnière centrale, la charnière centrale qui met 3 buts, mais dans les cages de leur gardien. Et le gardien, on va dire, il y a une bonne pivée, donc autant dire que le niveau est pas incroyable non plus. Mais les deux là, depuis quelques semaines, c'est simple, dès qu'ils prennent la parole, ils se marchent sur le pied. C'est-à-dire que Darmanin, qui se la joue gros bras, qui se prend pour Sarkozy, mais en fait Sarkozy de 2012, quoi. En fait, il se prend pour Sarkozy, mais malheureusement c'est Sarkozy Kouchner et pas du Karcher. Et dès qu'il prend la parole, on l'a vu sur les manifestations d'ultra-droite où il a voulu les interdire pour se la jouer gros bras, il s'est pris un énorme bâche. Et Dupond-Moretti, alors que le type pourrait venir et dire, ça s'entendrait. Écoutez, il y avait le temps du deuil, vous savez, c'est ce qu'il avait fait à l'époque, il avait dit, il y a le temps du deuil. Ça, à la limite, pourquoi pas ? Et là, le gars arrive, il ne fait que taper sur l'extrême droite, ce qu'il appelle l'extrême droite, avec des guillemets, et dans le même temps, il avoue, il fait, en fait, c'est simple, mon patron Emmanuel Macron avait expliqué qu'on allait exécuter 100% des OQTF, et moi, je vous le dis très sereinement,
on ne peut pas le faire. Mais moi, ce que j'entends dans on ne peut pas le faire, c'est on ne veut pas le faire. Parce qu'en réalité, les Dupond-Moretti et compagnie, ce sont des pro-migrants, ce sont des pro-immigration. Et d'ailleurs, le projet de loi de Gérald Darmanin, c'est ça en fait, c'est faire venir de l'immigration, pour faire en plus accessoirement les sales boulots. C'est une immigration qui veut l'économique et qui veulent pour faire les sales boulots mal payés, parce qu'en France, il y a un problème avec les salaires. Ils les font venir, et puis après, ils voient le truc, il faut bon, on peut rien faire, c'est trop compliqué. Moi, je crois que quand on veut, on peut, et quand on peut, on doit. Et le problème du gouvernement, c'est qu'ils ne veulent rien faire. Alors, juste, on va faire un petit aparté. Donc, le vin qu'on est en train de déguster, en tout cas qu'on va déguster, c'est le château Pardon, j'ai Vieux-Cassan. commencé. Donc, c'est la famille du député de Gironde, Grégoire de Fournas. Grégoire de Fournas, qui lui a été sanctionné par l'Assemblée nationale parce qu'il avait crié qu'il retourne en Afrique en parlant du bateau Ocean Viking. Évidemment, le député Carlos Martins Bilongo l'a pris pour lui. L'extrême gauche a pensé qu'il parlait de lui. On voit aujourd'hui, c'est la condamnation unanime qu'a subi Grégoire de Fournas. On voit par exemple l'opération Wambouchou à Mayotte que mène Gérald Darmanin, où concrètement le but de l'opération c'est de renvoyer les migrants aux Comores. Darmanin et la Macronie ont condamné les propos de Grégoire de Fournas, mais exécutent eux-mêmes ce qu'au fond Grégoire de Fournas appelait de ses voeux. Oui, enfin c'est toujours la même chose, c'est que d'un côté à Mayotte, Darmanin envoie les effectifs pour faire ce qu'il a à faire. Ils expliquent que l'immigration est un problème et que c'est invivable là-bas. Et en France, on a eu en 2022 le record d'immigration sous Macron. Donc là je vais vraiment dire une banalité. Alors déjà le vin de monsieur de Grégoire de Fournas est pas mauvais, donc ça c'est pour si ça peut lui faire un peu de promotion. J'ai vu qu'il s'était bien fait taper dessus à l'époque. Mais parenthèse fermée. Mais c'est une banalité ce que je veux dire, pardon, mais la Macronie, c'est le en même temps. Et Mayotte en est l'exemple parfait, c'est-à-dire qu'à Mayotte, ça se la joue encore une fois gros bras, ça tente de régler le problème, mais quand nous on leur dit, quand Reconquête avec Éric Zemmour, on leur dit, bah écoutez, si vous êtes d'accord avec à Mayotte sur le fait que l'immigration est un problème identitaire, c'est un problème de sécurité, etc., pourquoi en France, vous attendez qu'on en soit au même point qu'à Mayotte? Réglons le problème en amont. Enfin, le problème en amont, pour moi, le problème est déjà là. Et si eux considèrent que c'est la situation à Mayotte qui les a fait intervenir, vous voyez ce qui se passe en France. Dans des endroits comme Marseille, par exemple, globalement, toutes les semaines en ce moment, il y a une fusillade. Dans des endroits comme dans les banlieues parisiennes, où c'est un enfer absolu. Dans des endroits comme Nantes, qui est devenu un coup-de-gorge sans précédent, etc. Agissons maintenant. Vous savez, je suis pas du Rassemblement National, mais Jean-Marie Le Pen, il y a déjà 30-40 ans, il avait une affiche de promesse avant qu'il ne soit trop tard. Moi, j'ai envie de leur dire aussi, moi, je pense qu'il est déjà presque tard, mais agissez maintenant, parce que sinon, on aura Mayotte en grand. Et est-ce qu'il n'est pas trop tard pour Reconquête, pardon, de rebondir sur la politique un petit peu politicienne, mais les européennes arrivent dans quelques mois, les premiers sondages mettent le Rassemblement National en tête, talonné par Renaissance, LR peine à se trouver un créneau. Finalement, est-ce qu'une liste Reconquête a de l'avenir? Est-ce que tout simplement Reconquête a de l'avenir en tant que parti politique traditionnel? Oui, et pour une seule et bonne raison, vous avez parlé de l'affaire Lola tout à l'heure, le parti qui était en pointe là-dessus, qui ne s'est pas excusé, qui ne s'est pas laissé intimider, c'était Reconquête. Parce qu'à la base, initialement, on parle du rassemblement par exemple, de la petite Lola, tous les autres partis étaient aussi conviés et beaucoup avaient émis la volonté de s'y rendre. Nous, on n'a pas reculé. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un état, la France est dans un état de mort, peut-être identitaire, etc., qui fait qu'on n'a plus le droit de s'excuser, de reculer. Si en tout cas, on est sincère dans nos discours, à savoir l'immigration est absolument dangereuse pour la France, il y a une insécurité grandissante, le pouvoir d'achat c'est une catastrophe, etc., on n'a pas le droit de reculer face à quelques injonctions venues d'extrême gauche, de certains médias ou de la Macronie. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, les élections européennes sont une élection particulière parce que c'est à la proportionnelle. Et il n'y aura pas cette idée de « Ah, il faut que je vote utile, il faut que j'ai peur d'avoir Mélenchon qui siège au second tour ». C'est une élection également nationale où les Français pourront arbitrer sur les deux premières années du nouveau quinquennat de Macron, sur le mouvement politique qui les aura le plus touchés, qui les aura le plus défendus, qui les auront les plus défendus, pardon. Et voilà, et je crois, et en plus, il y aura une campagne, parce qu'aujourd'hui, on a quand même un temps de parole qui est très limité par l'ARCOM, au vu des résultats, etc. On aura l'occasion de s'exprimer pendant un an, parce que c'est encore un an. Mais vous savez, il y a un an, on ne pouvait pas imaginer qu'il y aurait 89 députés RN, vous voyez. On ne pouvait pas imaginer que Quatennens ne serait plus le leader de la gauche, ou en tout cas le remplaçant de Mélenchon. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer que je ne suis absolument pas pessimiste, et je pense sincèrement que les Européennes Reconquête fera un très beau score, sincèrement. Parce qu'il n'y aura pas cette idée de vote utile, parce qu'en Europe, il y a un vent qui est en train de se lever, notamment avec
la Fratelli d'Italia, les Hongrois d'Orban, les Polonais, les Suédois, etc. Il y a vraiment quelque chose qui se passe en Europe et je pense que Reconquête sera dans ce vent-là et que pour la première fois peut-être, avec le groupe ECR, si nous arrivons à travailler avec eux, si nous arrivons à nous allier avec eux, il y aura la possibilité de travailler et pourquoi pas d'obtenir une majorité, ce qui serait historique, au Parlement européen. Et donc je crois que ce n'est pas exactement la même chose que des élections classiques comme les législatives. Et surtout, et pardon, troisième grand point, la dernière fois, Reconquête avait à peine un an aux élections. Reconquête était un parti plein de vie, plein d'envie et avec des personnes de talent. Mais aujourd'hui, non seulement on est toujours plein de vie, plein d'envie et avec toujours beaucoup de personnes de talent, mais en plus de cela, nous serons prêts et organisés. Et vous serez sur la liste, ça serait où? Ça, vous savez, c'est des questions qui se poseront dans quelques semaines. Donc on verra, sincèrement, c'est pas le... Je crois que le sujet, c'est un sujet collectif. Il y a évidemment les personnalités qui porteront cette liste, mais le vrai sujet, c'est qu'il faudra que Reconquête soit soudée, efficace et travaille en bonne intelligence pour faire la meilleure campagne possible. Merci beaucoup, Célestin. Merci à vous, Marc Leno. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez évidemment nous suivre sur tous les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook, Instagram et sur LinkedIn. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube, partager ce contenu si vous a plu. On atteint bientôt les 110 000 abonnés sur YouTube et ça c'est grâce à vous. Merci encore et n'hésitez pas vraiment à partager ce contenu pour nous soutenir. C'est important, on a besoin de vous. Ça y est, moi j'ai le foie qui monte là du coup. Bon, ça. Je vous préviens, je sens que j'irai avoir des fous rires, je sais pas pourquoi. Putain, non, ouais, ça va être hyper dur. Sortez tous. Bonne idée, tiens. Bah, bibou.